Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, chers collègues, merci pour la présentation de ce rapport utile. J'aimerais vous questionner sur la proposition 23 que je citerai. Si, comme l'a annoncé le Président de la République, la trajectoire financière de la LPM est rehaussée, il sera indispensable de mettre à profit la hausse des crédits annuels du budget de la Défense pour garantir la soutenabilité de l'exécution de la programmation, limiter les reports de charges et recréer des marges de manœuvre. L'air de rien, cette proposition pointe l'insincérité de la loi de la LPM, votée il y a 2 ans seulement, et encore vantée par Monsieur le Président dans son introduction. Depuis qu'il est au pouvoir, Emmanuel Macron en a fait voter 2, inaboutis et pas respectés. Notre groupe pointe depuis le début l'insincérité de cette programmation faite en ne tenant pas compte exhaustivement des besoins réels des armées, programmation qui fluctue en mode agile, parfois en fonction des exigences atlantistes. Plusieurs retards sont à déplorer, notamment dans l'intégration de systèmes de protection contre les drones de toutes catégories, alors que les murs et dômes anti-drones poussent dans le monde entier et qu'il faudrait urgemment travailler à nous renforcer. Un livre blanc de la défense s'impose en la matière pour élaborer des solutions souveraines, planifier efficacement l'acquisition de capacités. La programmation est défaillante aussi parce qu'elle conduit à l'augmentation de dettes qu'une nouvelle programmation aura à éponger in fine. La sous-budgétisation, ça a été dit, des surcoûts des OPEX et les retards sur les investissements dans les infrastructures sont ainsi estimés à 4,4 milliards d'euros. Quelle soutenabilité donc de la programmation actuelle? Emmanuel Macron a présenté l'actualisation de la LPM et la marche supplémentaire de 3 milliards par an comme inévitable, et en tant qu'elle servirait à de nouveaux investissements. Mais au vu de ce qu'on lit dans le rapport, elle servira davantage à corriger les sous-estimations de la LPM 2024-2030. En résumé, confirmez-vous dans ce bilan d'étape, qui j'espère n'est pas non plus un dépôt de bilan, que la loi de programmation militaire est insincère? Comment dès lors corriger le tir, mais aussi intégrer et assurer à moyen terme les nouveaux investissements promis in extremis, et ce encore à anticiper à l'horizon 2030 et au-delà, puisqu'il faut planifier. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Alors, juste pour replacer les choses dans leur juste perspective, l'insincérité, c'est un principe budgétaire qui fonde, et objectivement, on peut dire aujourd'hui, vu les tensions et les rigidités budgétaires, que la sincérité budgétaire est questionnée. Et c'est ce qu'on a fait dans notre rapport. Ce que vous évoquez à juste titre, c'est est-ce que cet effort supplémentaire qui est appelé par le Président de la République permettra de dégager des marges de manœuvre supplémentaires ou visera à purger, entre guillemets, les sous-évaluations. Honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas la capacité, à travers la lecture de ce rapport, de répondre de façon définitive. Mais c'est une question qui est légitime et qui mérite d'être posée. Après, derrière, est-ce que le retard qui a été pris dans le budget est lié à la censure par le Parlement, ou est-ce que le gouvernement n'a pas réussi à réunir les conditions pour que les députés puissent adopter le budget? Ça, c'est une question qui reste entière sur la charge de la responsabilité. Pour autant, ce n'est pas nouveau. Ce rapport, cet état des lieux, il a été dressé par le sénateur Delège, qui est des Républicains, qui était dans le socle commun, donc c'est un constat objectif. Et ça, c'est clair que ça renforce en fait les missions la nécessité des missions de contrôle du Parlement dans l'exécution du budget, parce qu'aujourd'hui, ça pose de vrais problèmes opérationnels, au-delà des débats qu'on peut avoir ici sur le sujet, de réaffectation, de réallocation des moyens pour faire face, vous l'avez évoqué sur la lutte anti-drone, aux besoins qui se font jour. On a besoin d'agilité, on a besoin d'intelligence. J'ai cité la capacité de nos forces à réinventer en mode low cost des solutions, mais ça a ses limites. Donc moi, je vous rejoins globalement sur l'analyse, tout en pointant le fait que l'insincérité renvoie à un principe budgétaire, et ce n'est pas une question de mensonge volontaire. Mais le mot est un peu équivoque. Oui, la difficulté, c'est de s'adapter, corriger. J'en veux pour preuve un exemple tout bête. Quand vous faites même des travaux chez vous, à un moment donné, vous avez un devis, et puis à l'arrivée, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ben, c'est un peu ça, on s'adapte. On s'adapte, et en même temps, ça peut être une adaptation positive. C'est le cas notamment de l'évaluation. Quand en 23, on prépare le budget 24 et la LPM, on a une évaluation de l'inflation qui est de l'ordre de 4, l'inflation est à ce moment-là à 4,9%. Aujourd'hui, elle est à 0,9 en juillet. Le bénéfice sur l'ensemble dans la LPM, il est de 791 millions d'euros qui vont être ventilés. 402 millions sur le 178, 379 millions sur le 146. Ça, c'est de l'adaptation.
c'est de l'adaptation positive. Et donc, effectivement, ça va venir, évidemment, assurer les correctifs nécessaires que vous évoquez. Deuxième élément, c'est que les marches actuelles, elles permettent de faire grossir la partie budgétaire. Et les surmarches qui pourraient venir, elles vont, pour partie, évidemment, contribuer à renforcer la capacité à faire. On parlait tout à l'heure dans la présentation des autorisations d'engagement. Forcément, on a des autorisations d'engagement qui ont débuté de façon très massive, et il y a un moment donné où il faut passer à l'étape des crédits de paiement. Donc oui, effectivement, adaptation, mais adaptations qui peuvent être positives. C'est le cas de la réduction de l'inflation, donc c'est intéressant. Et puis, de l'autre côté, adaptation a des effets négatifs, forcément. Oui, en complément des propos de mon collègue, dans votre questionnement ou affirmation, à un moment, vous évoquiez, chers collègues, le fait que la loi de programmation militaire correspondait à une attente atlantiste. Pas du tout. En fait, elle a été faite avec nos armées. Et pour une fois, d'ailleurs, cette loi de programmation militaire n'a pas été faite en se disant qu'est-ce qui nous manque, et au vu de ce qui nous manque, on fait une loi de programmation militaire. Mais ça a été plus qu'est-ce qu'on veut pour la France. Et c'est à partir de cette question-là, on est parti sur le fait que pour la France, nous voulons un pays qui soit en capacité d'avoir son propre renseignement. Et vous qui vous travaillez beaucoup sur l'espace, vous savez à quel point c'est important, par exemple, de tenir l'espace, une capacité d'analyse qui est liée aussi à tout ça, et aussi d'action en tout lieu et en tout temps. Et quand on commence à aborder finalement la loi de programmation militaire par rapport à ses véritables objectifs nationaux, ce qui a été le cas et fait avec nos militaires, avec la dissuasion nucléaire comme clé de voûte, eh bien, on découle finalement le produit que l'on a co-construit ensemble pendant la loi de programmation militaire avec le tableau capacitaire attenant, etc. Alors bien sûr, on pourra toujours en faire un reproche. Il n'y a pas assez d'avions, pas assez de chars, pas assez de bateaux. Mais néanmoins, il y a une cohérence globale qui permet à notre nation, la France, d'être un pays cadre pour d'autres nations et d'être une puissance d'équilibre. Mais à aucun moment ça a été fait sans nos militaires ou par rapport à une attente atlantiste. Ça a été fait pour notre France, avec l'ambition de la France. Merci, Monsieur le Président. Je me permets d'interrompre cette série RN. Chers collègues rapporteurs, j'aimerais insister lourdement sur un aspect que vous avez signalé, y compris de vive voix. Vous pointez le fait qu'un nombre non négligeable de rapports tarde à être remis au Parlement, alors que la loi l'oblige, sur l'évolution notamment de la présence militaire en Afrique, sur la stratégie française et les besoins à Mayotte, le porte-avions après 2040, ou encore sur le bilan de la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. C'est préjudiciable de n'être pas éclairé dans ces domaines si stratégiques. Et plus généralement, entre les retards de transmission de rapports et l'obsolescence programmée des informations contenues dans les rapports, et cette question s'adresse par ailleurs aussi à Monsieur le Président de la Commission, quand l'Assemblée nationale et les représentants du peuple seront enfin pris au sérieux s'agissant des questions de défense nationale? C'est la garantie d'un contrôle parlementaire robuste et fiable qui s'en trouve fragilisé, pour dire le moins. J'ai néanmoins une question. Votre rapport semble un peu hors de propos, notamment concernant les réserves. Vous ne faites aucune mention d'un éventuel service militaire volontaire, alors même qu'il a été annoncé. Étiez-vous au courant de cette option au moment de la rédaction de ce rapport et l'avez-vous pris en compte? Merci. Et je répondrai à notre collègue Arnaud Saint-Martin, avec qui je suis d'accord sur ce point. Pour les rapports, effectivement, ils doivent être rendus à l'heure. D'ailleurs, systématiquement, et tous les groupes politiques en sont mis en copie, avant l'heure, j'envoie un message et un courrier, précisément, au ministère des Armées pour avoir les rapports. Et s'ils sont en retard, je fais des relances. Alors, on en a 8, il ne faut pas dramatiser la situation quand même. On en a 8. Parfois, quand on fait l'autopsie, je me rends compte que ce n'est même pas forcément une volonté politique, le retard. C'est tout simplement, quand on gratte un petit peu plus bas, il y a eu du retard, il manque de réponse. Et là, à l'heure actuelle, eh bien, vu qu'on n'a plus de gouvernement, on se retrouve bloqué. Mais dès que le gouvernement est nommé, eh bien, les courriers sont déjà prêts sur mon bureau pour relancer pour nos 8 rapports manquants.